Monsieur Guénéfé, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ce cadre de la Fondation Napoléon. Je vous en prie, oui, avec plaisir. Et pour parler donc de la fin de vie, de la partance des monarques et peut-être des personnages publics de notre société. Très bien. Le roi est mort, vive le roi, c'est dire la dualité de la royauté avec un corps perpétuel qui est l'État et un corps naturel, mortel, qui est le personnage du roi. Alors, que diriez-vous de cette partance, de cette fin de vie des rois? Bon, d'abord, bien sûr, un roi est un homme, donc il meurt en tant qu'être humain. Des morts de rois, il y en a de toutes sortes. À la guerre, par maladie, de vieillesse, à la suite d'un accident, etc. Mais en même temps, cette mort qui ressemble à la mort de tout un chacun, de chaque homme, de chaque être, est en même temps une mort un peu particulière, puisqu'il leur a été donné d'incarner la puissance de l'État du temps de leur vivant. Donc de ce fait, leur mort ne peut pas être tout à fait, en tout cas au niveau symbolique, sinon réel, de la même sorte que la mort de vous ou de moi. Voilà. Les récits que l'on en a de ces morts sont quand même des récits assez convenus. C'est un peu comme au théâtre. Le roi parle jusqu'au dernier moment, il fait sa cérémonie des adieux. En fait, tout ça est construit. Oui. Ce sont des mourants bavards. C'est-à-dire qu'on suppose que le roi aura le temps, avant de s'éteindre, quelle que soit la gravité du mal dont il est atteint, de dispenser quelques bonnes paroles et maximes bien frappées à l'intention de ses sujets ou de son successeur. C'est-à-dire de lui rappeler les contraintes, les devoirs du métier de roi, ou bien de lui rappeler l'intérêt supérieur de la nation, ce qu'il doit faire en manière diplomatique, voire d'exprimer quelques regrets sur le règne qui s'achève. Donc de ce point de vue, effectivement, c'est un récit qui est toujours embelli par la légende et la tradition. L'entourage royal ajoute des conversations, des propos, alors même que dans la réalité, peut-être, le roi était privé de la parole, privé de la conscience, incapable, bien sûr, de dire quoi que ce soit avant de s'éteindre. En même temps, il existe, chez les rois eux-mêmes, sur le point de mourir, une espèce de surmoi, si l'on peut dire, qui les pousse à mourir conformément à la représentation qu'ils ont de leur fonction et de leur rôle. Ce qui fait que ce ne sont pas toujours des récits parfaitement inventés. C'est vrai que les rois s'efforcent de mourir avec une certaine dignité, c'est-à-dire de mourir effectivement conformément à la représentation que tout le monde a de leur fonction, en roi. Oui. Et en plus, cette importance, donc, c'est un des moments clés de leur vie, de leur existence, puisque quand même, c'est l'image qui va, au final, rester de nous. Oui. C'est particulièrement le cas dans la monarchie, puisque la monarchie, forcément, le règne s'achève avec la mort. Bon, il y a bien sûr des abdications, il y a, très rares d'ailleurs, il y a des rois qui peuvent être empêchés pour différentes raisons de santé mentale, etc., etc. Mais en général, le cycle monarchique, c'est tout simplement le cycle de la vie. C'est-à-dire qu'on devient roi par la mort de son prédécesseur, qui généralement est son père. Ensuite arrive le temps de la maturité, puis le temps de la vieillesse, et le règne s'achève avec la mort. Donc ce qui donne à la mort un poids tout à fait particulier, qu'on n'a pas bien sûr en République, où la mort n'est pas intégrée dans le cycle politique du mandat présidentiel, qu'il soit de 10, de 7, de 5 ans, peu importe. Elle peut advenir, mais elle n'est pas à un moment obligé. Alors que dans la monarchie, les rois se préparent à ce moment ultime qui va aussi définir l'image qu'ils vont laisser d'eux-mêmes à la postérité. Et comme toute personne publique exerçant une fonction ou un rôle éminent, ils se préoccupent de la postérité. Soit pour laisser un témoignage de ce qu'ils ont fait, soit pour laisser l'idée qu'ils ont fait plus qu'ils n'ont fait en réalité. Oui. Alors, dans toute cette monarchie, est-ce qu'il y a des partances qui, pour vous, sont plus intéressantes, plus parlantes? Celles qui ont eu des conséquences. Charlemagne, certes, c'est très intéressant. Il attrape froid, il meurt. Bon,
Ça peut arriver, à 72 ou 73 ans, c'est déjà pas mal d'avoir vécu jusque-là. Bon, ça a eu des conséquences, parce que Charlemagne est un prince carolingien, ce sont encore les Francs en réalité. Et donc il fait ce qu'on faisait dans le royaume franc. Le royaume est considéré comme une propriété personnelle et donc justiciable des principes du droit privé. Donc comme un héritage, on le partage entre ses fils. Et c'est précisément pour remédier à ce phénomène qui entraînait guerre fratricide, anarchie, etc., qu'on commençait à s'élaborer les règles de la succession pour la maintenir dans la même famille et surtout pour maintenir l'intégrité du royaume. Donc, de ce point de vue, c'est une mort intéressante. Celle d'Henri II, qui est une mort accidentelle en 1550 et quelques, Henri II est tué, enfin blessé mortellement. Lors d'un tournoi, il reçoit un coup de lance qui rentre par la fente de son armure dans l'œil. Et il y a plein d'éclats de bois et de fer qui se mettent dans la plaie, qui vont s'infecter. C'est une mort horrible, hein, la mort d'Henri II, donc le mari de Catherine de Médicis, et qui va plonger la France dans presque un demi-siècle, même plus d'un demi-siècle, de turbulences et de tragédies. La plus connue étant la Saint-Barthélemy. C'est-à-dire que la mort de ce roi d'âge adulte, qui avait le talent pour être roi, va laisser un royaume avec des fils mineurs, jeunes, et une régente, Catherine de Médicis, qui certes va bien s'en sortir, mais du même coup, la monarchie devient faible. Alors il se trouve que François II, le premier, va mourir adolescent, ce qui n'arrange pas les choses. Charles IX va être dans la dépendance de sa mère et il y aura la Saint-Barthélemy avec lui. Henri III va être un monarque très faible et il faudra attendre Henri IV et donc le remplacement des Valois par les Bourbons pour que les choses changent. Donc comme quoi une mort accidentelle en l'occurrence peut avoir des conséquences tragiques. La mort de Louis XIV est intéressante, elle est un peu différente. Vous savez que Louis XIV a une assez longue agonie. Donc du point de vue personnel, c'est un événement très douloureux. Il incarne probablement pour la première fois la mort en majesté. Et vous savez, Louis XIV a porté le métier de roi à un niveau très difficile à assumer pour ses successeurs. Ni Louis XV ni Louis XVI ne seront vraiment à la hauteur du métier tel que Louis XIV l'a conçu, être roi 24 heures sur 24, être roi en se couchant, roi en se levant, roi en mangeant, et roi en mourant. Et il va mourir en public. Il est probablement le seul qui meurt vraiment en public. Louis XV aurait pu mourir en public, mais l'état de décomposition de l'homme lui-même, du corps, était tel que personne ne voulait approcher du lit royal. Hein. Mais Louis XIV est mort en public, il est mort en roi. Alors il aurait dispensé quelques fortes paroles sur le fait que lui mourait, mais que l'État continuait. Ben, il n'a pas dit, en revanche, l'État c'est moi. Ça c'est une invention rétrospective. Mais il a peut-être dit, je meurs, mais l'État continue. Ce qui serait un peu la définition même de la monarchie dans son acception française. Le roi meurt, mais vive le roi. À l'instant où il est mort, un autre prend la suite. Voilà. Donc il est mort en roi, avec toutefois, il a donc à la fois il a donné une illustration de ce qu'était le bien mourir royal, mais en même temps il a permis de consolider la conception, comment on pourrait dire, juridique de la royauté française, parce que vous savez qu'avant de mourir, il avait légitimé ses enfants illégitimes, qui devaient même entrer au Conseil des princes, etc. Et il faut rappeler qu'autour de lui, ça avait été une hécatombe terrible, puisque ses enfants, ses petits-enfants étaient tous morts de la variole en l'espace de 2 ou 3 ans. Si bien que c'est son petit-fils, Louis XV, qui reste son arrière-petit-fils, Louis XV, qui restait l'unique héritier de la dynastie. Donc, voyant cette situation, il a pensé qu'il pouvait légitimer ces bâtards, comme on disait à l'époque. Le Parlement de Paris, qui était une sorte de cour d'appel,
voilà, qui validait les lois, qui avait un droit de remontrance, a cassé immédiatement le testament royal. Et de ce fait, a consolidé cette idée que le roi n'est que le serviteur de l'État. Son premier serviteur, certes, mais son serviteur, qui était un peu l'héritage de toutes ces règles de succession dont on a parlé précédemment. Et de ce fait, cette séquence de la mort de Louis XIV, à la fois porte le bien mourir royal à son sommet, en termes de théâtralité, d'expression, de sens dans la transmission, mais en même temps conforte cette idée que le roi, au fond, n'est que le premier fonctionnaire de son royaume. Voilà, grâce à ce testament cassé. Ensuite, pour moi, Louis XVI, mais Louis XVI, c'est moins d'un point de vue théorique, juridique ou public qu'humain. C'est-à-dire que la mort de Louis XVI est sans doute l'un des événements les plus tristes de notre histoire. C'est-à-dire cet homme qui n'a pas su vraiment être roi, qui n'était pas fait pour le métier. Et après tout, ça peut arriver qu'on ne soit pas fait pour le métier. C'est triste quand c'est un roi, c'est embêtant, oui. Mais ça peut arriver. Et qui, dans la captivité, après sa chute, est devenu vraiment roi. C'est-à-dire qu'au fond, c'est l'épreuve de la mort qui vient, qui lui a donné la grandeur qui lui avait manqué lorsqu'il était le roi de France. Donc dans cette mesure, c'est une histoire vraiment très triste parce qu'il devient roi à contre-temps. Et puis, il illustre plus que les autres ce mariage entre la royauté et le christianisme et l'Église, qui a été l'un des ressorts de l'affirmation du pouvoir royal depuis Clovis. Si Clovis ne s'était pas converti, n'avait pas été baptisé, le destin de la France aurait été sans doute très différent. Hein. Donc dans cette mesure, c'est un événement à la fois triste, important parce qu'il évoque un lointain passé, mais en même temps, il ne changera rien puisqu'on peut dire que la monarchie est morte à ce moment-là. C'est fini. Même s'il y aura encore des rois, elle ne revivra pas. Et au niveau de Napoléon, est-ce que la partance est particulière ? Alors là, comment l'expliquer ? Elle a de l'allure. D'abord parce qu'elle se déroule elle intervient dans un cadre inouï qui est Sainte-Hélène. Voilà. C'est-à-dire que, vous savez, Napoléon est quelqu'un qui a toujours eu une chance inouïe, c'est-à-dire que c'est un homme génial. En lui, il y a quelque chose de très puissant, de très fort, mais il a toujours la chance de trouver des théâtres à sa mesure. Par exemple, lorsqu'il prononce une phrase immortelle, c'est au pied des pyramides. C'est-à-dire, c'est pas n'importe où, quoi. Voilà. À Austerlitz, le soleil se lève. Il ne fait pas ça sous le brouillard. Non, le brouillard s'est levé. Voilà, à Moscou, il donne ses confidences à Caulaincourt dans un traîneau traversant la Russie enneigée jusqu'à la Bérésina. Donc il a le sens de la théâtralité, du théâtre, de la grandeur et les circonstances s'y prêtent. Alors quel lieu plus imposant pour mourir que Sainte-Hélène ? D'ailleurs, il est le seul homme, à ma connaissance, ils sont deux en fait, de l'histoire, qui a deux sépultures. Il est aux Invalides physiquement, mais symboliquement, il reste à Sainte-Hélène. Il n'y en a qu'un autre comme lui, c'est Jean-Jacques Rousseau, qui est au Panthéon d'un côté, mais qui reste à Ermenonville. Ermenonville, où il y avait l'Ermitage, où il avait d'abord été inhumé. Donc ce sont deux hommes qui tous les deux inaugurent le monde moderne, Rousseau et Napoléon. Et ils ont un lieu où ils sont morts physiquement, où ils ont été d'abord inhumés, et puis le lieu où ils ont été transférés, où leur dépouille a été transférée. Alors Napoléon, je pense que malade, de plus en plus malade, à partir de 1816, il va mourir en 21, il est effectivement de plus en plus diminué. Il sent sa mort venir, il s'y prépare. Il n'est pas roi, il a été empereur des Français, ce qui n'est pas pareil qu'empereur de France ou roi de France. Néanmoins, il est mort réellement en souverain, en roi, dispensant pendant 6 ans de captivité les bonnes paroles destinées à la postérité, réécrivant l'histoire de son règne, donnant des conseils pour les Européens après sa mort, distribuant les bons et les mauvais points, exprimant quelques regrets, mais pas trop, ce n'était pas son tempérament d'exprimer des regrets. Voilà. Donc, d'une certaine façon, il a eu cette mort royale
peut-être plus que nos rois. Alors pourquoi? D'abord parce qu'il était prisonnier, il avait le temps. Ensuite parce qu'il avait autour de lui des copistes qui notaient le moindre mot qu'il prononçait, ce qui a bien sûr beaucoup compté. Et puis avant de mourir, il a écrit plusieurs versions d'un testament qui est réellement un testament royal, où il donne ici un objet, ici une somme d'argent, ou ici simplement des remerciements, ici est la liste de ceux qui y sont, compte autant que la liste de ceux qui n'y sont pas. Voilà. Donc de ce point de vue, il a une mort royale, lui qui d'ailleurs se voyait comme le fondateur d'une 4e dynastie. Hein. Oui. Oui. Et si on extrapole jusqu'à la Ve République, est-ce que la partance de certains chefs d'État de la Ve République est comparable? Bon, a priori, constitutionnellement, non, puisque la mort ne fait pas partie de la représentation du pouvoir, comme c'est le cas dans la monarchie. Mais notre Ve République est un peu un mixte entre la monarchie et la République. La République est incarnée par le Parlement, la monarchie est incarnée, le principe monarchique plutôt par notre président. Alors c'était surtout vrai avec le septennat qui avait une durée différente de celle de la mandature législative. C'est un peu moins vrai depuis l'adoption du quinquennat qui abaisse un peu la fonction présidentielle, mais comme en même temps le quinquennat a annulé le rôle du Parlement, le président reste toujours au premier plan. Mais c'est vrai que de ce fait, le président apparaissant au-dessus des institutions et en charge de la continuité de l'État et de la République, il est vrai qu'il a repris un certain nombre de traits qui étaient propres à la royauté. Alors, et il est vrai que les 3 présidents de la Ve qui sont morts, soit en fonction, soit immédiatement après la sortie de leur fonction, ont eu une fin qui rappelle peu ou prou celle de nos monarques. Donc De Gaulle, Pompidou et Mitterrand. Les autres, heureusement pour eux, grâce à Dieu, sont toujours vivants, ce qui ne va pas sans problème. Mais pour ces 3-là, c'est vrai. Il est vrai que Georges Pompidou aurait pu, vraiment, les derniers mois ont été, on le sait maintenant par ce qui a été publié, les souvenirs de son fils, différents documents, que sa fin a été terrible. C'est-à-dire qu'il l'a caché au public, certes, contre toute évidence, parce que tout le monde voyait bien que quelque chose n'était pas normal, mais aussi il a eu à cœur d'aller le plus loin possible, de remplir ses fonctions, jusqu'au moment où réellement il ne pourrait plus. Et d'ailleurs, il a cessé de les remplir au moment, peu avant, quelques jours avant qu'il ne meure. Donc il a eu ce souci de l'État, c'est-à-dire cette idée qui était le propre des rois, pas de tous, parce qu'il y a eu des mauvais rois aussi, mais qu'ils étaient investis de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et que cette chose plus grande qu'eux-mêmes impose de grandes servitudes, et qu'il faut s'y plier. Et c'est ça qui donne à leur mort un relief particulier. Les 2 autres cas, De Gaulle et Mitterrand, sont un peu différents, puisqu'ils sont morts 1 an après avoir quitté le pouvoir. Mais je pense que dans les 2 cas, il y a eu le sentiment chez eux que certes, ils avaient quitté le pouvoir, l'un parce qu'il avait démissionné après avoir perdu le référendum de 69, l'autre parce qu'il était arrivé au terme de ces 2 mandats, mais qu'en même temps, le fait d'avoir été chef de l'État leur imposait une posture particulière. Donc dans le cas de De Gaulle, il y a ce voyage tout à fait étonnant, après quelques mois de silence et d'absence dans les médias, en Irlande, où les photos ont été préparées, elles ne sont pas volées, elles ne sont pas prises par hasard. Il a voulu qu'on le prenne marchant dans la dune, appuyé sur une canne, avec Yvonne à ses côtés, et dans la solitude des plages irlandaises. Il a voulu ça, ce qui était un message d'adieu aux Français, un peu un message d'adieu en même temps, comment dire, de quelqu'un qui reproche aux Français de l'avoir laissé tomber,
mais ça c'était dans son tempérament. Donc il y a une mise en scène, plus le fait qu'il se lance dans la lecture des grands chefs-d'œuvre de l'exil, comme s'il lui-même était dans un exil, Chateaubriand et Lascaz pour Napoléon. Donc il y a une mise en scène. Chez Mitterrand, on trouve la même mise en scène, car Mitterrand, au fond, va mettre en scène la fin de sa vie, et d'une vie moins héroïque que celle de De Gaulle, mais d'une certaine façon plus romanesque, hein, au sens... c'est-à-dire c'est moins Corneille, c'est un peu plus Feydeau, Mitterrand. Hein. Oui. Mais en même temps, il y a cette idée que, bien qu'il ne soit plus en fonction, d'une certaine façon, il le reste, et que la France continue de vivre en lui, et qu'il a le devoir de lui transmettre un message. Et je pense que chez nos chefs d'État, du moins dans ces deux cas, et ça aurait peut-être été le cas de Pompidou s'il n'était pas mort aussi vite, il y a ça. Merci. Merci à vous. Gallifet, merci à vous. De cet entretien. Merci à vous.